Alors, je vais vous expliquer en deux mots un peu le déroulement de la soirée. On va inviter les différents participants à la table ronde à venir et puis à nous dire en 1-2 minutes chacun le mot, au pluriel, les sobriétés, ce que ça leur évoque ou ce que ça invoque. Et puis ensuite, après ce moment-là, ce sera au tour de Mathieu Tussaud, qui est chercheur à la direction recherche et développement d'EDF sur le plateau de Paris-Sâtelet, de nous faire une présentation sur la sobriété, alors du coup elle est au singulier, ou les sobriétés à l'heure de l'Anthropocène. Puis ensuite on aura la table ronde avec donc les 5 invités qui vont échanger, discuter et que vous pourrez ensuite encore questionner. Alors ces 5 invités, je vais leur demander de nous rejoindre. Alors il y a Michel Ménard qui est le président du département de Loire-Atlantique depuis 2021, je ne me trompe pas. Alors vous vous asseyez où vous voulez, hein. Ensuite, il y a Olivier Legontec, qui est directeur général de la Sémitane. C'est l'homme qui nous transporte, tous en tramway, en bus, et bientôt aussi sous la marque Naolib à vélo, dans tout plein de choses, toutes les formes. Stéphane Mamou, qui est délégué régional d'Engie. Julie Temkin, qui est chargée de mission RSE à la délégation régionale d'EDF Pays de la Loire. Et puis enfin, Jérôme Mathieu, qui est directeur général de S2T Ingénierie, qui vient, voilà. Alors, on va faire tourner un micro, mais chacun, si vous pouvez nous dire, mais vraiment en 1 ou 2 minutes, pour vous, les sobriétés, ce que vous en entendez, ce que vous entendez avec ce mot sobriété. Qui veut commencer ? On tourne de gauche à droite, de droite à gauche, au milieu d'abord. Allez, 1 ou 2 minutes, un maximum. Je serai bref. Bonsoir à toutes et tous. Alors, moi, je co-préside une société d'ingénierie, comme vient de le dire Franck, qui intervient dans le domaine du bâtiment. Donc, on travaille avec des architectes sur de la conception et de l'accompagnement pour livrer des bâtiments qui sont toujours à jour et qui correspondent à ce que désirent nos élus, nos aménageurs, les villes. Donc moi, la question que je me pose, c'est à quoi correspond la sobriété et en vrai, un bâtiment, c'est un bâtiment sur un territoire support, entre guillemets, donc il est connecté à des réseaux. Il va être connecté à des réseaux de transport, évidemment. Il va être connecté à des réseaux d'énergie. Donc comment on fait par rapport à tout ça, voilà, qu'attendent les citoyens et les utilisateurs de ces bâtiments. Et puis, en fait, la sobriété, est-ce que c'est moins ? Est-ce que c'est, je sais pas, mieux ? Est-ce que c'est différent ? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quand on conçoit les bâtiments et j'espère que j'aurai quelques éclaircissements ce soir. Merci. Merci. Donc Stéphane Mamou, moi je suis directeur régional Engie pour les Pays de la Loire. Donc Engie, c'est un cousin éloigné d'EDF. On était frères et sœurs il y a encore un peu plus de 15 ans et puis nos chemins ont divergé. Nous on vend de l'énergie également, on la fabrique, on la transporte, on la stocke. On est très actifs dans le gaz, en Pays de la Loire notamment avec des infrastructures. Et la sobriété, c'est un enjeu qui est essentiel pour nous, dans notre ligne directrice, la sobriété pour décarboner notre économie. Et moi, je considère que c'est un enjeu collectif qui implique les pouvoirs publics, les élus, le régulateur en France, les industriels, et puis nous en tant que citoyens. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ces différents pavés et puis développer, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bonjour, moi Olivier Legontec, donc directeur général de la Sémitane. Nous contrairement, on consomme beaucoup d'énergie, hein, donc c'est la différence. Et pour moi, la sobriété, c'est bien sûr, ça vous étonnera pas, c'est d'abord une mobilité différente. On dit parfois que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on fait pas. Heureusement, on en fait quand même, parce que heureusement pour nous. Mais en fait, le sujet, c'est qu'un tiers des émissions de CO2 aujourd'hui proviennent du transport. Et c'est le premier secteur d'émissions de CO2, et que parmi ce tiers, il y a la moitié, c'est les voitures. Donc on a un gros enjeu de mobilité, c'est un enjeu sociétal pour moins consommer d'énergie et moins émettre de CO2. Bonjour à toutes et à tous, Michel Ménard, président du département. Pour moi, dans mes fonctions, la sobriété, c'est tout ce qu'on ne construit pas, tout ce qu'on ne réalise pas sur les routes, tout ce qu'on ne consomme pas en énergie. Donc,
je passe mon temps avec les services à dire est-ce qu'on peut faire plus sobre à des équipes d'ingénieurs qui ont eu l'habitude de faire le mieux, le plus grand, avec des échangeurs dans tous les sens, parce que c'est mieux qu'un rond-point, etc. Donc c'est un changement de culture. Ils le font très bien d'ailleurs. Et je pense que comme vous travaillez, comme l'école de design travaille avec les architectes, je pense qu'il faut aussi expliquer aux architectes comment on peut faire plus sobre. Parce que si on ne fixe pas un cahier des charges extrêmement précis, on a tendance à avoir quelque chose de toujours plus grand, toujours plus beau, mais pas plus sobre. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Julie Temkin, je suis chargée de mission RSE pour EDF sur le territoire des Pays de la Loire. Et moi, si on me parle de sobriété, alors, je pense que c'est une notion qui est assez complexe et qui est assez abstraite. Mais en l'occurrence, la sobriété énergétique, c'est un sujet qui a fait irruption dans le quotidien des Français de manière extrêmement concrète il y a un peu plus d'1 an. Quand des tensions sur notre parc de production, nos capacités de production, on fait planer des menaces de coupure, de rupture d'approvisionnement et de délestage, voilà, pour chacun d'entre nous, entreprises, particuliers. Et donc tout à coup, le sujet est devenu extrêmement concret et il a fallu faire preuve de sobriété sur le plan énergétique au quotidien, tout l'hiver dernier. Et alors le point positif, c'est qu'on a réussi, puisque la consommation l'hiver dernier en termes d'électricité, elle a été inférieure de 9% à peu près sur un hiver qui aurait eu les mêmes conditions météo, voilà, par rapport l'année dernière par rapport aux années précédentes. Donc c'est un point positif en fait quand on veut se donner les moyens, en tout cas en période de crise, on peut y arriver. La preuve l'année dernière sur ce point-là, mais c'est pas du tout pour ça qu'on est encore au niveau sur la sobriété. Il y a bien d'autres choses à faire évidemment et à dire. Merci. Alors, je vous propose en fait de retourner vous asseoir au premier rang si vous voulez regarder la présentation de Mathieu Tussaud, donc qui est chercheur à la recherche et développement d'EDF et chef de projet sobriété. Il va nous expliquer tout ça. Il va surtout nous dire comment on en est arrivé là et ce qui nous attend. Tout à fait. Merci Franck. Alors attends. Hop. Voilà, je m'installe. Ok, donc merci, bonsoir à toutes et à tous, et merci à l'Institut Kervégan et l'École de design de Nantes de m'avoir invité pour introduire cette table ronde. Donc j'interviens ce soir pour parler d'un mot qui est soudainement apparu dans le paysage médiatique, parfois jusqu'à l'indigestion, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, parce que je vais parler évidemment de sobriété. Alors comme je n'ai que 20 minutes, je vais essayer de vous donner un rapide panorama des enjeux que recouvre ce concept, afin de vous donner matière à réflexion et surtout susciter des questions que vous pourrez poser aux panélistes. Donc je me présente avant tout, je m'appelle Mathieu Tussaud, je suis ingénieur-chercheur à la recherche-développement d'EDF sur le campus de Paris-Saclay, dans un département qui regroupe à la fois des compétences en économie industrielle, en sociologie et en sciences de la donnée. Et donc je pilote depuis 3 ans un projet spécifiquement sur la sobriété. Je précise également que mon intervention n'a pas vocation à exprimer la position officielle d'EDF. Ça veut dire que les propos que je tiens sont les miens et reflètent ma vision du sujet à date, mais évidemment en lien avec les recherches que mon équipe et moi-même faisons à la R&D. Alors, le premier point que j'aimerais souligner, c'est le passage du mot sobriété d'un répertoire confidentiel et militant au champ lexical des institutions en à peine 3 ans. Alors si vous vous rappelez, en 2020, la sobriété était un peu tabou, cantonnée à quelques initiés et réduite le plus souvent à la sobriété énergétique, et même plutôt électrique. Ce mot était même brocardé en plus haut lieu et assimilé à la lampe à huile. Mais comme vous pouvez le constater, le cours de l'histoire a changé la donne. Il y a d'abord eu la Covid avec ses interrogations sur ce que serait le monde d'après. Puis il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et son corollaire, la flambée des prix de l'énergie. Enfin, il y a eu l'été 2022 en France avec ses méga-feux en Gironde et même jusqu'à la forêt de Brocéliande. Donc le président de la République
a eu alors cette phrase choc au Conseil des ministres de rentrée. Je vous la lis. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Traduction pratique, en octobre 2022, le gouvernement sort le plan sobriété pour économiser l'électricité en prévision d'un passage délicat de l'hiver 2022-2023. Et il réitère en mars 2023 avec un plan sobriété eau, je ne sais pas si vous vous rappelez, destiné cette fois à faire face à la sécheresse hivernale qui se cumule avec un déficit chronique de rechargement des nappes phréatiques. Donc ce petit retour en arrière vous illustre comment en peu de temps le mot sobriété est passé de l'ombre à la lumière. Alors en fait, cette évolution a été alimentée par un nombre croissant d'institutions qui se sont emparées du sujet et qui convergent toutes vers le fait que la sobriété est désormais un passage obligé de la transition. La question n'est plus tant de savoir si elle est nécessaire, mais plutôt à quelle dose et comment on la met concrètement en œuvre. Donc, outre le rapport ADEME Transition 2050, le rapport du CESE ou le dernier bilan prévisionnel RTE, on peut citer par exemple le rapport de France Stratégie en mai 2023, co-signé par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, où on peut lire « La transition vers la neutralité carbone ne peut se faire sans sobriété, c'est-à-dire sans une recherche de modération dans la production et la consommation de biens et services nécessitant des ressources énergétiques ou matérielles. » Un autre exemple, l'Académie des technologies écrit dans son rapport en juin 2023 « La sobriété est nécessaire à court terme car la technologie ne suffira pas à faire face à l'urgence climatique. » Alors, ce qui a facilité finalement le consensus qui semble se dessiner, c'est la publication en avril 2022 d'une définition de la sobriété dans le rapport du groupe 3 du GIEC, où tout un chapitre est consacré au rôle de la demande et au rôle des modes de vie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vous lis la définition, et je vous la projette d'ailleurs, car elle embarque un grand nombre de concepts sur lesquels je vais revenir en partie. Donc la sobriété, c'est un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre, d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Alors premièrement, cette définition en fait situe la sobriété au niveau de la demande. Et là, c'est assez intéressant, car jusqu'à présent, on raisonnait le plus souvent du côté de l'offre, c'est-à-dire des processus de production, et on parlait alors d'efficacité. Or, l'efficacité, c'est la réduction des consommations de matière et d'énergie à l'échelle unitaire. Kilogrammes de plastique par brosse à dents, litres de carburant qu'on met dans une voiture, etc. Mais l'efficacité ne donne aucune limite sur le nombre total d'unités produites. Et pour cause, la raison d'être d'une entreprise est souvent de produire toujours plus. A contrario, la définition que donne le GIEC indique clairement que la sobriété cible le consommateur final. Elle interroge son besoin et le reformule dans le but de réduire la demande globale de matière et d'énergie et rester ainsi dans les limites soutenables de la planète. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'efficacité et sobriété sont bien deux leviers différents, non exclusifs l'un de l'autre et complémentaires. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi parle-t-on aujourd'hui de sobriété ? Eh bien, le premier facteur, vous vous en doutez, c'est le changement climatique. Ces manifestations sont évidentes et l'ampleur, la fréquence et l'intensité des phénomènes pulvérisent désormais quasi systématiquement les records qui précèdent. Alors vous avez ici un graphique représentant la température journalière à la surface de la Terre depuis 1940. Bon, le directeur du Centre climatique européen Copernicus qualifie le mois de septembre 2023 d'hallucinant. Alors, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la réalité de ce changement climatique, mais j'aimerais également donner le vocabulaire utilisé par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à propos de cet été 2023, le plus chaud jamais enregistré. Il a dit « L'ère du réchauffement climatique est terminée, l'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. Et plus récemment, l'effondrement du climat a commencé. » Alors, ce vocabulaire d'un des plus hauts diplomates du monde est en fait révélateur de l'écart entre l'urgence démontrée par les climatologues et la réalité qui fait que nous ne sommes absolument pas sur le chemin de l'accord de Paris. En fait, nous filons tout droit vers les 2,8-3 degrés à la fin du siècle,
un niveau inconnu depuis 4 millions d'années. En fait, malgré les énormes investissements dans les énergies bas carbone, nous n'aurons jamais autant utilisé de charbon, de gaz et de pétrole qu'en cette année 2023. Nous ne sommes qu'à 1,15 degré de réchauffement, et pourtant on a vu l'équivalent d'un tiers de la surface de la France brûler au Canada, des inondations meurtrières en Grèce et en Libye, ou encore des vagues de chaleur extrêmes en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Pour enfoncer le clou, il faut bien comprendre que le changement climatique n'est qu'une seule des 9 limites planétaires établies en 2009, dont 6 ont d'ores et déjà été transgressées, parmi lesquelles le changement climatique, la biodiversité, et dont 2 sont sur le point de l'être également. Ces limites sont des seuils au-delà desquels les écosystèmes pourraient basculer dans un état inconnu et probablement défavorable à l'homme. Ainsi, cette capacité qu'a l'homme à rivaliser avec les forces géophysiques caractérise une nouvelle ère, c'est celle de l'Anthropocène. Bon, alors, non seulement on a un problème avec le climat, mais on a également un problème avec les ressources. Pour réaliser la transition bas carbone, on va devoir mobiliser des quantités toujours plus grandes de métaux de base, comme l'acier ou le cuivre, ou de spécialités, comme le lithium. Alors ce n'est pas tant une question de disponibilité géologique des minerais, même si parfois c'est le cas, qu'une question de temporalité. En effet, l'ensemble des pays du monde faisant leur transition en même temps, la demande va exploser partout dans le monde. Or, les délais de l'industrie minière sont longs. Il faut 1 à 2 décennies pour mettre une mine en exploitation. D'autre part, ces ressources devenant tout à coup stratégiques, elles génèrent ou exacerbent les tensions géopolitiques sur les différents maillons de la chaîne de valeur. De surcroît, beaucoup de gisements voient leur concentration diminuer, donc leur coût d'exploitation augmenter, en énergie, en eau, donc in fine en euros. Et enfin, multiplier les mines aggrave la pression sur les écosystèmes et la biodiversité et se heurte aux oppositions des populations locales. Pour conclure sur les ressources, il en est une actuellement indispensable aux chaînes de valeur mondialisées et qui va bientôt faire défaut, c'est le pétrole. Je vous invite à parcourir la stratégie climat-défense de la France publiée en 2022. Vous y lirez cette phrase étonnante, que la production mondiale de pétrole va plafonner à partir de 2030, puis décliner plus ou moins vite ensuite. Alors 2030, c'est dans très exactement 7 ans. Question, qui chez les particuliers, les entreprises et les administrations s'est préparé à cette échéance ? Donc nous le voyons, que ce soit pour atténuer le changement climatique et se réencastrer dans les limites planétaires, ou pour faire face à la raréfaction des ressources, il va falloir faire avec moins, baisser collectivement notre demande, c'est-à-dire, pour faire court, accepter la sobriété. C'est désormais le cadre qui s'impose à nous. Alors maintenant, dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes coincés dans le triangle de l'inaction. On a des consommateurs qui demandent au pouvoir public de défendre leur pouvoir d'achat et qui disent que c'est aux entreprises d'agir en faveur de la transition en proposant des produits adéquats mais bon marché. On a en face des entreprises qui répondent qu'elles ne font que suivre les désirs des consommateurs, fussent-ils fortement consommateurs de matière et émissifs en carbone, et qui demandent en parallèle au pouvoir public de mieux réguler ou menacent de délocaliser. Enfin, nous avons les pouvoirs publics qui renvoient la balle aux entreprises en disant que ce sont elles qui ont les leviers pour décider de ce qui est produit ou pas, tout en rappelant aux citoyens que la politique suffit ne fait que refléter le résultat des urnes. Bref, nous sommes bloqués. Alors, pour débloquer, il faut voir ce triangle comme un engrenage. Un seul acteur ne peut pas faire tourner l'ensemble à lui tout seul. La seule façon de bouger, c'est comme au rugby, c'est de jouer collectif, chacun à son niveau. Prenons les citoyens. Ils peuvent agir et sont même plutôt d'accord. Le dernier sondage de l'Observatoire de la consommation responsable nous dit que 56% d'entre eux considèrent qu'il faut un changement radical de l'économie et de la société, revenant à produire et à consommer moins, mais mieux. Et dans cet esprit, le baromètre ADEME sur le changement climatique nous dit que si la sobriété devient inévitable, donc s'il faut changer radicalement nos modes de vie, alors les Français, loin d'être rétifs, posent 3 conditions. 1. La sobriété doit être compensée par d'autres avantages, le temps libre par exemple. Elle doit émerger d'une décision collective. Et 3, surtout, elle doit être juste dans la répartition des efforts.
Alors je m'attarde un peu sur cette question de la justice car elle est fondamentale. En effet, la transition vers un monde plus sobre pose crûment la question suivante que l'abondance des ressources avait jusqu'ici permis d'éviter. Quelle est la juste clé de répartition des richesses dans un monde où les flux physiques, c'est-à-dire les tonnes de produits manufacturés, les mètres carrés de surface, les mètres cubes d'eau, le nombre de kilowattheures, les hectares, sont amenés à stagner ou à diminuer ? Les études en sociologie nous montrent que l'abondance dans les pays occidentaux a structuré les rapports sociaux et les imaginaires depuis les années 1950, au point de devenir le ciment de nos démocraties. Or, aller vers la sobriété, c'est sortir de cette société d'abondance, de cette société de consommation. Et autant nous avons aujourd'hui les outils techniques pour réaliser la transition, autant sur le plan sociétal, le chantier reste immense pour concevoir les outils méthodologiques qui accompagnent cette transition de l'abondance vers la sobriété, tout en préservant, et c'est capital, la stabilité sociale. Et là, probablement, réside le défi clé de la transition, et c'est aussi le plus délicat à piloter. Donc j'ai parlé du citoyen. Pour les entreprises maintenant, après ce que je viens de décrire, il doit vous paraître évident que les business ne pourront plus se faire comme avant. C'est d'ailleurs un constat qui commence à être partagé au sein de la sphère économique. Je ne sais pas si vous avez assisté aux universités d'été du MEDEF fin août, mais Patrick Artus nous a dit, je cite, « On a 25-30 ans d'efforts devant nous, car il va falloir consommer moins pour investir plus dans le remplacement du capital brun par le capital vert. » Et d'ajouter, « Nous allons vers un monde de rareté de l'offre à cause de la rareté des ressources. » Et à la même table ronde, le PDG de Système U explique « Il va falloir faire beaucoup de pédagogie auprès de nos clients pour leur faire comprendre que le monde change, qu'il va falloir apprendre à vivre avec des produits qui manquent dans les rayons, comme le jus d'orange, la moutarde, le cacao ou encore le sucre, tout cela à cause d'une planète dont le climat se dérègle. » Donc oui, pour l'entreprise, le défi est également colossal puisqu'elle doit faire pivoter son modèle économique du monde d'abondance que l'on connaît vers le monde sobre qui nous attend. Même si je n'ai pas le temps de détailler les différentes pistes possibles pour cela, sachez qu'il est essentiel d'analyser la dépendance des chaînes de valeur des entreprises aux énergies fossiles, aux matériaux et aux composants critiques. Et aussi, et surtout, qu'au fur et à mesure des impacts croissants du changement climatique, se posera tout simplement la question de l'utilité sociale du produit ou service vendu. Enfin, les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer dans cette affaire en construisant le cadre législatif, réglementaire, fiscal et normatif qui doit permettre l'émergence d'une société sobre en énergie et en matière. Les travaux du tout jeune secrétariat général à la planification écologique vont dans ce sens. Le plan qu'il vient de publier objective ainsi le débat à travers 6 axes: se déplacer, se loger, préserver les écosystèmes, produire, se nourrir, consommer, et à travers des cibles à atteindre d'ici 2030 en termes de gaz à effet de serre, de biodiversité et de ressources. Notez d'ailleurs que dès octobre 2023, des COP devraient être organisées dans chaque région afin de définir localement les leviers d'action permettant de s'inscrire dans cette planification. Alors, pour conclure, je pense que nous vivons effectivement aujourd'hui un mouvement de bascule dont l'ampleur nous échappe encore. En tous les cas, moi, j'ai beau y être depuis 3 ans, il m'échappe encore un peu. Comme vous avez pu le constater, il y a désormais dans les cercles scientifiques, institutionnels et économiques l'émergence d'un consensus sur le besoin de maîtriser la demande. Cette sobriété n'est plus considérée comme une posture militante, mais comme un levier pour accélérer la transition et permettre de réintégrer un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité. Et compte tenu de la vitesse à laquelle nos émissions doivent décroître, ainsi que des incertitudes sur les ressources, la sobriété est non seulement complémentaire des autres mesures, mais indispensable. Chacun des acteurs, État, entreprise, citoyen, doit y contribuer. L'État, à travers la planification écologique, est en train de dessiner les contours des trajectoires sectorielles à suivre. Excusez-moi. Pour les entreprises, les limites planétaires sont le nouveau cahier des charges. Comme le dit Bruno Villalba, la rareté devient le nouvel horizon historique. Les ressources seront physiquement moins disponibles, donc plus chères.
Pour intégrer cette nouvelle donne, l'analyse des dépendances et des risques climatiques et des risques de transition est indispensable afin de faire pivoter leur modèle économique et rendre leur activité résiliente. Enfin, comme la sobriété est une réduction en volume de la demande, elle interroge naturellement le mode de vie du consommateur final. Comme le dit le président de l'Académie des technologies, cela revient ni plus ni moins à prendre à contre-pied la société de consommation dans laquelle nous vivons depuis l'après-guerre. Or, cette consommation est un des piliers qui cimente notre démocratie. Donc plus qu'une transition, c'est une bifurcation qu'il s'agit d'opérer. Ce sera sûrement difficile, mais les contraintes sont telles que nous n'avons manifestement plus le choix. Alors, j'aimerais quand même terminer sur une note encourageante. Une société plus sobre est aussi un atout. La sobriété a des effets positifs immédiats sur les indicateurs environnementaux comme sur la santé. Par ailleurs, moins demander, c'est moins dépendre. Et c'est donc une assurance dans un monde plein d'incertitudes géopolitiques et climatiques. Enfin, passer à une société plus sobre oblige à replacer les besoins humains, le fameux bien-être, au centre des préoccupations. Et cela ouvre de nouveaux horizons sur notre relation au travail, à la possession, à la liberté ou encore au temps, qui sont autant de sujets potentiellement fédérateurs pour une société plus que jamais en quête de sens. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à Mathieu Tussaud. Alors, il s'assoit là au premier rang, mais vous pourrez lui poser des questions. J'invite les 5 participants à la table ronde à revenir maintenant à la table. Après cette présentation où de la période de l'abondance à la période de la rareté et donc de la sobriété, peut-être vous demander à chacun votre réaction aux propos de Mathieu Tussaud. Et on va commencer par Michel Ménard, qui dirige une collectivité qui est un peu importante, qui elle-même consomme diverses ressources, et puis qui aussi, il y a des habitants dans le département qui ont besoin de se déplacer, de vivre, de travailler. Comment on gère tout ça ? En 2021, quand on a développé notre programme, notre projet pour les élections, il y avait 3 piliers. Il y avait l'enjeu social, l'enjeu environnemental et l'enjeu démocratique. Finalement, dans l'intervention que j'ai entendue, il y a ces trois piliers. On ne peut transformer la société et avoir une acceptabilité que s'il y a de la justice sociale. On a nécessité d'agir sur les questions environnementales, écologiques, je n'ai pas besoin de développer. Et puis l'acceptabilité, ça passe par la prise en compte, l'explication auprès des citoyens et la prise en compte par les citoyens des enjeux à venir. Et ça, c'est compliqué d'avoir tout ça en même temps. Et il se trouve que, je ne sais pas si je développe maintenant ce que le département fait. Évidemment, on peut faire sans doute beaucoup mieux. Il y a des questions d'acceptabilité, il y a des questions de transition, parce qu'actuellement, j'inaugure régulièrement des bâtiments, et tout ce que j'inaugure, c'est ce qui a été décidé il y a plusieurs années. Et à chaque fois que j'arrive, je dis, mais vraiment, c'est pas ça qu'il fallait faire, quoi. J'inaugure des établissements scolaires. Par exemple, j'ai inauguré un collège il y a 2 ans. On n'avait pas végétalisé la cour. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Et maintenant, on a engagé un plan de végétalisation et de réaménagement des cours de collège. Donc, avec un programme, on en a végétalisé 2 l'an dernier. On va poursuivre et on a l'objectif d'ici 2028 d'arriver à un rythme de 8 collèges, de 8 cours de collège par an végétalisés. Donc, il faut du temps long. On a révisé notre schéma routier. Vous avez peut-être vu ça si vous suivez la presse. En sachant que les routes sont émettrices terribles de GES. Oui,
Et d'ailleurs, ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est l'entretien des routes plutôt que la construction de routes nouvelles. Mais pour autant, il faut être sobre dans la construction de routes nouvelles. Et d'ailleurs, je pense qu'on est le premier département à avoir inscrit notre schéma routier dans le cadre de la loi qui ne s'impose pas encore à nous, mais qu'on anticipe, qui s'appelle le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que notre schéma routier, maintenant, il prend en compte le zéro artificialisation nette applicable dès 2031. Et donc, on a passé un an, surtout d'ailleurs le vice-président en charge des mobilités, Freddy Hervauchon, à aller expliquer aux élus locaux que les projets qui sont inscrits depuis 30 ans dans le programme du département ne se feraient pas. Par exemple, un axe que tout le monde connaît, qui part de l'autoroute qui vient du Sud-Loire pour Aigrefeuille, pour aller vers Clisson, Valette, Ancenis. Il y avait tout un barreau là qui aurait coûté très cher, qui était consommateur de plus de 100 hectares. Et on a dit, on arrête. Et on a arrêté des dizaines de projets. On aurait pu, dans un premier temps, dire, ça ne se fera pas dans le mandat. Mais on garde le foncier. Et là, foncièrement, volontairement, on a dit, on arrête. Et donc, on rend ce foncier. Il va être revendu, parce que souvent, il y a eu des DUP, des démarches très longues pour se rendre propriétaire de ces fonciers avec le projet futur. Et là, maintenant, on dit on arrête et on fait ça de façon irréversible. C'est comme Notre-Dame-des-Landes. Moi, il se trouve que j'étais pour, mais bon, je sais pas, peut-être que dans quelques années, je me dirais que c'était une connerie d'être pour, mais en tout cas, j'étais pour, mais là, c'est irréversible. Ce qu'a décidé Édouard Philippe en 2018, on pourra plus jamais, même s'il y a un changement de majorité, on pourra plus jamais faire Notre-Dame-des-Landes. Les terres sont rendues, il y a plus de restituées. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait aussi au niveau des routes. Pourtant, on a gardé quelques projets. Et d'ailleurs, je dis souvent dans l'auditorium, quand on se réunit, c'est qu'on a peut-être trouvé un point d'équilibre, puisque j'ai une opposition qui dit que on a renoncé de façon totalement excessive à des programmes routiers, et j'ai quelques élus de ma majorité qui me disent qu'il faudrait aller encore plus loin. Et donc la ligne que nous avons prise finalement, c'est un peu les coups partis. Par exemple, vous avez peut-être vu dans la presse cette semaine, le groupe écologiste a dit qu'il faudrait renoncer à un projet à Machecou parce que, pour des raisons écologiques et environnementales, on n'a pas décidé de renoncer à ce projet parce qu'on a déjà la moitié des coûts qui sont engagés. On a des ouvrages d'art qui sont construits. Moi, je me vois mal à l'expliquer aux habitants maintenant qu'on va engager des dépenses pour démolir ce que nous avons construit et qui n'a jamais servi. Donc on est aussi dans une période de transition. Mais on a inscrit résolument notre schéma routier en cohérence avec la trajectoire ZAN. Un autre exemple qu'on a engagé depuis 10 ans, c'est la sobriété énergétique, puisque nous avons, entre 2012 et 2022, on a diminué de 20% notre consommation énergétique. Alors ça passe par plein de raisons. La consommation de la collectivité. De la collectivité. La consommation de la collectivité, on a près de 400 bâtiments. On a 83 collèges, mais on a près de 400 bâtiments que nous gérons en propriété ou en location. Et donc là, on a créé un service énergie pour gérer tout cela. Et la première chose, c'était déjà les bonnes pratiques. Parce qu'il y avait des chambres froides qui restaient allumées en juillet et août dans les collèges, parce que les personnels voulaient être sûrs que ça fonctionne en revenant de congé, et donc ils n'arrêtaient pas les chambres froides. Enfin, je pourrais vous en prendre plein d'exemples comme ça. Déjà, les bonnes pratiques ont fait une partie du chemin. D'ailleurs, on a vu cette année, Madame le disait, une pratique différente permet de diminuer sa consommation. Et puis après, il y a tous les travaux de rénovation, la production d'énergie renouvelable, donc on a engagé également. Donc c'est un temps long. Si je prends toujours sur les routes, c'était mon prédécesseur qui avait pris cette décision. Il y avait
sur la route, c'est la départementale 723, donc entre Nantes et Ancenis, Nantes et Angers si on veut, mais il y avait un projet d'échangeur au niveau du Cellier. Et donc les élus nous demandaient régulièrement quand est-ce que vous allez faire cet échangeur. Alors ça se faisait pas parce que ça a un coût, c'est plusieurs millions. Et un jour, Philippe Grosvalet a posé la question au service, a dit mais et si on faisait un rond-point ? Est-ce que c'est possible ? Bah oui, c'est possible. En 1 an, le rond-point était fait. Alors évidemment, on roule pas tout le temps en 80. Là, à un moment donné, on arrive sur un rond-point, donc on doit perdre 30 secondes, et ça a coûté 500 000 € au lieu de plusieurs millions d'euros. On a été beaucoup moins consommateur en terre, oui. En matériaux également. Donc, et je pourrais vous en citer plein, et donc je pense que il y a beaucoup de projets qu'il faut revisiter en ayant non seulement la question du coût, parce que pendant longtemps, très longtemps, dans nos collectivités, on a réfléchi en termes de coûts, en disant est-ce que c'est supportable financièrement, comment on programme ça financièrement, mais rarement en termes de sobriété. Et donc j'ai bien vu la présentation qui a été faite, sobriété en termes de consommation de matériaux, en consommation de terre, sobriété énergétique. Et donc moi maintenant, je dis aux services, mais les élus, on partage ce point de vue, c'est systématiquement comment fait-on le plus sobre possible. C'est pas simplement la question financière qui doit être regardée, c'est la soutenabilité également. Et est-ce qu'il y a besoin de le faire, puisque vous le disiez, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, eh bien, il faut le penser de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, mais il faut aussi cette acceptabilité. Et comment, justement, à propos d'acceptabilité, le travail de conviction auprès des habitants, par exemple sur les routes, les déplacements, économiser les terres. Alors, parfois, les citoyens sont plus avancés que nous. Si je prends toujours sur les routes, il y avait un projet aussi, c'était faire Nantes-Pornic en 2 fois 2 voies, de bout en bout. Et donc on a fait des tranches successives. Et d'ailleurs, il y a une tranche qui est en cours actuellement. Donc c'était déjà parti. Et on va encore en faire dans notre plan, dans notre schéma routier. On a prévu d'aller jusqu'à Pont-Béranger. C'est-à-dire que mais on a décidé aussi de ne pas faire de la 2 fois 2 voies jusqu'à Pornic. Et comment ça s'est fait ? Il y a eu une consultation citoyenne qui a été lancée en 2019 en mettant au débat plusieurs solutions. Et d'ailleurs, c'est une autre solution qui est sortie des consultations, qui n'était même pas soumise à la discussion. Et on a fait plus sobre. On fait plus sobre. Déjà, sur la partie qui est actuellement en travaux, il était prévu initialement de faire le contournement de Saint-Père-en-Retz. Et finalement, on fait quand même la 2 fois 2 voies, mais sur la voie existante. Donc évidemment, c'est moins consommateur. Ça a quelques contraintes quand même, parce qu'il y a aussi des riverains qui disent on va avoir des nuisances, donc on va mettre des murs anti-bruit à un ou 2 endroits. Mais là, c'est moins consommateur de terre. C'est moins coûteux également. Et puis, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'en fait, quand on regarde la réalité du nombre de voitures par jour, eh bien, quand on arrive à Pont-Béranger, comme il y a des personnes qui s'en vont à Noirmoutier ou vers Saint-Brévin, en passant par Vue, voilà. Eh bien, il n'y a pas besoin de doubler la route jusqu'à Pornic. Par contre, il y a une question de sécurité. Il y a une question de sécurité où, pour ceux qui empruntent cette route, il y a triple bande au milieu, donc les conducteurs qui ne voient pas qu'on ne peut pas doubler, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quasiment plus d'accidents. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un comportement dangereux, mais il y a plus d'accidents comme avant depuis qu'il y a ce renforcement de la sécurité. Donc, on peut faire plus sobre, et ce sont d'abord les citoyens qui avaient été consultés, qui avaient participé à ces ateliers, qui ont choisi les alternatives. D'accord. Alors, on parle de déplacement. Il y a quelqu'un qui est très concerné aussi autour de la table, c'est Olivier Legrontec, le directeur général de la Sémitane. Alors, les sobriétés ou la sobriété, lorsqu'on fait rouler des bus, des tramways, qu'est-ce que ça évoque pour demain ?
Elle est double chez nous. C'est effectivement d'abord consommer moins dans notre production. Donc on a, comme tout le monde, bâti un plan de sobriété qu'on a décliné dans l'entreprise, visant à faire baisser les consommations. Et chez nous, les grosses consommations, c'est les véhicules. C'est le gaz, l'électricité que consomment tous nos bus et tramways. Et donc là-dessus, on a travaillé. Alors c'est vrai que les matériels roulants sont moins consommateurs aujourd'hui, mais il y a aussi l'éco-conduite sur lesquelles, c'est l'essentiel, quoi. C'est la façon de conduire un bus, un tramway est décisif sur la consommation. Donc on travaille beaucoup là-dessus, sur l'humain, sur les astuces pour éviter, pour éteindre son moteur en terminus, un certain nombre de choses. Voilà. Et on a aussi, on parlait d'amélioration, c'est qu'en un an, on a constaté une amélioration d'environ 10% en mettant en place toutes les mesures qu'on a pu mettre en place. Mais effectivement, l'axe le plus important pour nous, c'est la question de la mobilité. L'objectif, c'est sûr que la voiture, il n'y a pas plus confortable, c'est un magnifique espace de liberté. Et nous, notre ambition, notre objectif, notre mission, c'est de faire baisser la part modale des déplacements en voiture. Alors en voiture solo. C'est un travail de conviction, là aussi. C'est vraiment une mission, une conviction qu'on porte. Donc on n'est pas contre les voitures totalement, dès lors qu'il y a 2 passagers, ou dès lors qu'elle est partagée, qu'elle est en covoiturage, etc. Mais donc cette mission, c'est de faire baisser cette part modale et tout mode confondu. D'ailleurs, c'est notre rôle aujourd'hui à la Sémitane, c'est qu'on n'est pas que opérateur de transport public, on est aussi coordinateur de l'ensemble des mobilités sur un territoire qui est le nôtre, la métropole, pour faire en sorte que ce transfert il s'opère vers n'importe quel autre mode plus vertueux, et donc le vélo, la voiture partagée, les transports publics bien sûr sous toutes leurs formes, la marche à pied, etc. Donc et alors objectif, il est aujourd'hui à peu près 55% des déplacements. Alors ça c'était les dernières mesures en 2015. On n'en a pas de nouvelles depuis, mais en gros on sait que ça a bougé. Mais en 2015 il y avait 55% des déplacements qui s'effectuent en voiture. L'objectif c'est qu'en 2030 on soit à 40%. Ça fait quand même une belle baisse. Pour la métropole. Pour la métropole. Oui, alors la métropole, évidemment, elle a la chance sans doute d'avoir un bon réseau de transport. Puis on s'en éloigne. Notre transport est moins performant ou moins nombreux. Et c'est un point très important parce qu'en fait aussi dans les chiffres, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, si on prend en France la moyenne des déplacements domicile-travail, 72% sont effectués en voiture. Ce qui est énorme. Alors si on est dans la métropole, il est bien en dessous. Par contre, plus on s'en éloigne, plus il va être élevé. Donc c'est au-delà de 70, c'est 75, 80, 90. Et donc il y a un enjeu important pour nous aussi aujourd'hui, c'est sortir de notre territoire. Et vous avez entendu parler du RER métropolitain, donc c'est évidemment un sujet qui nous intéresse parce qu'il n'est pas que ferré, il est aussi routier. Et comment on va dans les territoires autour de la métropole, qui sont ce qu'on appelle l'aire urbaine, c'est à peu près 1 million d'habitants, tourner vers la métropole nantaise, comment on va aller chercher de plus en plus loin des déplacements pour éviter ces déplacements en voiture et donc leur permettre d'avoir des accès plus rapides, plus réguliers, etc. Donc il y a un travail qui s'appelle le schéma express régional métropolitain sur lequel on s'engage. Et voilà, il y a un enjeu très fort de baisse de consommation et d'émissions de CO2 qui va venir de ces déplacements de l'interurbain vers l'agglomération. Voilà, donc c'est effectivement notre mission. Alors, le président du département tout à l'heure a évoqué une baisse de la consommation des terres, le zéro artificialisation nette. C'est aussi la construction. Alors Jérôme Mathieu, vous pouvez peut-être nous dire un mot sur comment économiser les terres. Et puis après, on parlera, les énergéticiens, on donnera la parole aux énergéticiens. Avec plaisir. Donc moi j'ai dit tout à l'heure, je co-préside S2T Ingénierie. On est un bureau d'études techniques. On est une 40aine de personnes implantées à Paris et à Nantes. Notre métier donc c'est l'ingénierie technique. On travaille avec des architectes sur de la construction de bâtiments neufs et des projets de rénovation, de plus en plus d'ailleurs. On travaille pour des clients privés, publics, promoteurs, bailleurs de logements sociaux, constructeurs, enfin voilà, des clients de tout type. On vise vraiment des projets à forte valeur ajoutée environnementale. Ça fait partie de nos convictions fortes. Voilà, on recrute sur ces convictions notamment. Moi, j'ai entendu plein de choses et notamment l'intervention de Mathieu. Moi, je l'ai trouvé. Pardon, mais je l'ai trouvé. Il y a beaucoup de pessimisme en fait, mais moi je suis plutôt optimiste. Alors je vais voir la bouteille à moitié pleine. Et quand je regarde, moi ça fait 20 ans que je travaille. Et quand je regarde ce qui s'est passé en 20 ans, je me dis que on est plutôt sur la bonne pente. Voilà, on va dans la bonne direction. Je m'explique. Moi, je suis ingénieur plutôt issu de la thermique et de l'énergie, de ma formation. Quand j'ai commencé à bosser il y a 20 ans sur des projets de bâtiments en tant que jeune ingénieur,
avec des architectes qui animaient nos projets de conception. L'ingénieur qui avait la vedette avec l'architecte et que le promoteur, le décideur écoutait, c'était l'ingénieur structure. C'est-à-dire celui qui était là pour optimiser les structures, limiter le coût de la structure, limiter les porteurs, les dalles, les refends, etc., le béton. Non pas à cause du béton, mais parce qu'en fait ça coûte cher, hein, c'est 40 à 50% du coût d'une construction, et donc on écoutait l'ingénieur structure pour réduire le coût. Puis après on a eu une évolution dans la réglementation thermique qui est arrivée avec la RT 2005, désolé, je ne vais pas trop être technique ce soir, mais un petit peu quand même, et qui s'applique depuis 2006, et là on a commencé à parler de consommation cible dans les bâtiments neufs. On a commencé à challenger les constructions avec des niveaux de consommation par mètre carré. On a vu tout un tas de labels fleurir sur cette base. On a parlé de bâtiments notamment BBC, bâtiments basse consommation. Et là, certains de nos clients, notamment par exemple des promoteurs privés avec qui on bosse beaucoup, qu'on adore évidemment, ils ont commencé à avoir entre guillemets l'obligation de construire BBC parce que certains dispositifs fiscaux de l'époque, je pense notamment au cellier, ne fonctionnaient que si le bâtiment était BBC. Donc la profession s'est mise au BBC en fait. Les architectes se sont cultivés à la thermique et dans le tour de table des réunions que j'évoque, au bout de quelques années, et bien en fait la vedette c'était plus complètement l'ingénieur structure, mais c'était l'ingénieur thermicien. Donc c'était une certaine révolution dans le mode de conception des bâtiments. Et puis en 2012, on a eu une évolution de la réglementation. On a parlé de la RT 2012. Alors là, la RT 2012, on a commencé à parler, notamment en plus, de conception bioclimatique, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler de bâtiments avec des enveloppes qui regardent pas que la consommation d'énergie, mais la capacité à valoriser l'environnement extérieur, l'ensoleillement, les apports solaires, la chaleur gratuite finalement récupérable, sans forcément équiper le bâtiment d'usine à gaz propre entre guillemets, mais voilà, capter les ressources naturelles par le bâtiment. Avec également tout un tas de labels qui sont arrivés en plus en parallèle ou des démarches. On a entendu parler du plus et moins pour ceux qui sont du métier, du BBCA, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors, nous, on a fait pas mal de bâtiments chez S2T qui étaient évidemment, sur cette période, on fait 100 projets par an à peu près dans l'entreprise. Donc, on va passer. Mais je vais pas tous les citer, mais je vais citer par exemple un exemple. En 2017, on a livré, donc on a commencé à concevoir en 2010 par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Ménard. En 2017, on a livré par exemple un bâtiment à Montreuil, un petit bâtiment, une vingtaine de logements, labellisé Passif House, tout en bois. Alors tout en bois parce que le bois est un matériau qui est thermiquement très intéressant et puis ceux qui s'y connaissent savent que c'est un bâtiment aussi qui est décarboné. Alors aujourd'hui on en parle beaucoup, mais en 2010 on n'en parlait pas autant. Voilà. Et donc tout en bois. Alors quand je dis tout en bois, c'est plancher bois, façade bois, cage d'ascenseur en bois. Ce qui c'est pas facile, acoustiquement, structurellement, etc. Des panneaux solaires sur la toiture. De la ventilation double flux, désolé, je suis un peu technique, enfin des gros tuyaux un peu partout, mais au final le bâtiment consomme quasiment rien. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de radiateur dans le bâtiment, il n'y a pas de radiateur pour chauffer les logements, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être chauffés, très isolés, très performants. Mais du coup, en fait, on est face à un bâtiment assez technique, assez technologique, quasiment passif, effectivement, désolé. Et en fait, un petit bâtiment avec un architecte qui est fabuleux, avec qui on bosse toujours depuis, évidemment, on s'adore, mais on était face à un petit projet avec un architecte convaincu, et les projets qu'on a eu sur cette période qui étaient exemplaires, à mon sens, étaient plutôt des petits projets. À côté de ça, on avait quelques gros donneurs d'ordre, dont la stratégie était de faire du bâtiment en bois, et donc on en a fait par-ci par-là, mais 90% des dossiers qu'on livrait, c'était du tout béton, isolation par l'extérieur, avec une bonne vieille chaudière gaz qui fonctionne bien, qui coûte pas très cher et qui cochait quand même les cases réglementaires de l'RT 2012. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu en quelques années. Après, alors je vous ai dit quand même que la pente elle est positive et que je suis quand même, voilà, je vois la bouteille à moitié pleine. Et là, on a la chance, enfin moi je vois ça comme une chance, mais la profession grogne un peu dans certains cas. On vit une nouvelle réglementation depuis début 2022 qui s'appelle la RE 2020. Et là, on est, je pense, sur l'une des réglementations qui est la plus exemplaire en Europe en matière de sobriété énergétique et environnementale pour les bâtiments neufs. Et c'est-à-dire que là, en fait, on va challenger à la fois le niveau de consommation, mais aussi le niveau de poids carbone dans le bâtiment, c'est-à-dire les matériaux, le poids carbone des matériaux. Typiquement, le bâtiment en bois que j'évoquais tout à l'heure, il est pleinement valorisé dans la RE 2020, et d'ailleurs, il est quasiment obligatoire. Un bâtiment sans bois ne fonctionne pas au niveau de la RE 2020. Alors en parallèle de ça, on a eu, tout à l'heure vous l'avez évoqué, évidemment, on vit la guerre en Ukraine, et donc nous ça s'est traduit dans le domaine du bâtiment, notamment par une explosion du coût de travaux. Voilà,
On a pris là, je sais pas, en 18 mois, à peu près 15-20% en moyenne, hein, alors beaucoup plus sur certains lots techniques. La plomberie, l'électricité, ça fait beaucoup plus. Et donc du coup, des exigences environnementales très fortes, des coûts de construction qui explosent, et en parallèle de ça, des taux d'intérêt qui évoluent et donc une capacité d'achat pour les acquéreurs qui baisse. Donc une équation à résoudre par la profession qui devient très complexe. On vend moins cher, on doit vendre moins cher, parce qu'on achète moins cher, on construit plus cher, et en plus on a toutes les cases à cocher environnementalement parlant. Et ben là, du coup, on commence à mettre de l'intelligence dans les projets, pour de vrai. Alors, nous, on en a toujours mis, hein, c'est notre métier, évidemment. Mais après, il y a nos conseils, et puis il y a la réalité après des projets. Et souvent, on regardait l'économie, les chiffres en bas à droite. Alors, pas on, un jeu, mais les décideurs, voilà, et j'en fais partie, parce que je conseille. Mais aujourd'hui, on vit des vrais projets avec beaucoup plus de bon sens, je trouve. Je vais donner un exemple, on en donner beaucoup, parce que sinon ça va faire 20 minutes le 10, et donc je m'en excuse. Dans ce cas. Par exemple, on travaille à Nantes, là, on est titulaire d'un magnifique projet avec l'agence d'architecture Grafton. Architecte Grafton, alors peut-être vous les connaissez pas, parce que c'est peut-être pas du métier. Ils sont prix Pritzker 2020, donc le prix Pritzker, c'est le prix Nobel des architectes. Voilà, il y en a un par an, ils sont prix Pritzker, ils sont à Dublin, en Irlande. Ils sont aussi équerre d'argent, voilà, c'est une distinction assez forte, donc ils font des projets. Je suis pas architecte, mais on travaille avec des architectes, c'est magnifique. Voilà. C'est au Bouli de Nantes, près de la Grue Jaune, près des trampolines, pour ceux qui ont des enfants, voilà, moi j'y vais de temps en temps, au Bouli Hangar à Bananes. Le bâtiment, en fait, il est magnifique, mais il est hyper sobre. Dans le sens où la feuille de route, c'était, on met pas de béton, et ben on en a quand même mis un peu. Mais on a mis juste là où il faut. Et évidemment, quand on a mis du béton bas carbone. C'est-à-dire que, par exemple, le rez-de-chaussée, qui est censé abriter une zone d'activité, relativement libre, mutable, où on peut accueillir pas mal de choses, lui mettre sous plafond, etc. Il était hors de question de mettre des poteaux partout, ce qui aurait été le cas avec de la construction bois, parce qu'on a des problèmes de charge, de dimensionnement. Donc on a mis du béton pour avoir des grandes portées, et donc un bâtiment qui va vivre longtemps et qui va pouvoir se transformer, vivre avec son temps. Et au-dessus, on a construit en bois, mais pas partout. On n'a pas mis du bois partout, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que économiquement, ça marche pas. Donc on a mis du bois dans les porteurs verticaux, dans les poteaux. On a fait des dalles avec un mix de bois-béton, ça s'appelle des dalles bébés, qui sont à la fois le bon compromis entre l'acoustique, l'économie, l'épaisseur des planchers, enfin pour que tout le monde ait le sourire et dise OK dans les concepteurs. On a mis des cloisons séparatives plutôt légères, pas forcément en bois. Voilà, on a mis des systèmes qui améliorent la charge, qui améliorent l'économie. Et puis en parallèle de ça, on a mis du réemploi. Alors tout le monde parle de réemploi, mais alors ceux qui en parlent, ceux qui en font. Là, on va vraiment en faire un peu, j'espère beaucoup plus. Par exemple, on projette de mettre en œuvre des radiateurs issus du réemploi de chantiers de démolition de logements sociaux en l'occurrence. Donc on récupère les radiateurs en fonte, on va les faire sabler, repeindre, équiper de robinets thermostatiques, remettre à neuf. Ça coûte symboliquement un peu moins cher que du bon vieux radiateur acheté tout neuf, chez les fournisseurs habituels. Par contre, c'est du réemploi, donc c'est zéro carbone. Donc c'est un peu moins cher, c'est zéro carbone, donc ça va dans l'équation. Tout ça, c'est du bon sens. C'est ce qu'on ferait à titre personnel, et aujourd'hui c'est ce qu'on vit. Donc moi je suis assez positif et je suis assez optimiste sur la suite des événements. Et juste une question à laquelle vous allez répondre rapidement, mais question de Béotien, le bâtiment un peu démonstrateur en bois, est-ce que la ressource en bois elle est illimitée pour le bâtiment? Alors aujourd'hui ça fait partie des jeux. Alors je pense qu'en France, en répondant rapidement, je m'excuse. La réponse est oui. La ressource existe et la filière se développe. Voilà. Mais la ressource est largement suffisante par rapport aux besoins et la filière, il y a du business, il y a de l'économie, donc la filière se structure et moi pour moi c'est pas un critère limitant aujourd'hui. D'accord. Merci. Stéphane Mamou, pour NJ. Alors, on peut revenir sur la présentation, et vous avez une question particulière? Non, mais allez-y, votre réaction par rapport à la présentation et qu'est-ce que vous faites avec le gaz et puis l'électricité aussi, parce que vous vendez de l'électricité également. Ce qu'on a constaté, nous, c'est une baisse des consommations sans trop que ce soit étonnant l'année dernière sur le gaz, avec un 10% de baisse de consommation, à peu près 16% chez les particuliers, 11% chez les industriels. C'était contrebalancé par le fait qu'on ait dû injecter pas mal de gaz sur des centrales cycle combiné qui produisent l'électricité à partir de la combustion du gaz pour pallier un déficit de production électrique sur le réseau, mais une baisse généralisée des consommations de gaz. Alors ça a été forcé, évidemment, par un climat qui était plus doux, par des prix qui ont été tirés à la hausse, mais pas que. Quand je parlais d'enjeux collectifs par rapport à la sobriété,
Il faut savoir qu'au mois de juin dernier, 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notre présidente, Catherine Benregor, a co-signé une tribune avec le patron d'EDF, le patron de Total, dans les Échos, une tribune qui appelait à la sobriété. Donc, pour sensibiliser non seulement les pouvoirs publics au fait de pouvoir maintenir des niveaux de prix raisonnables pour notre industrie, notamment, sensibiliser les collectivités locales, sensibiliser les particuliers, les entreprises, sur le fait qu'on avait un besoin de sobriété croissant, donc, qui était un sujet qui commençait à infuser. Donc cette dimension collective est présente, chez les industriels en tout cas. Et là, je rebondis sur le triangle qui a été présenté tout à l'heure avec les engrenages qui se mettaient en place, pour vous apporter aussi une grille de lecture qu'on a, nous, en tant qu'énergéticiens. Les industriels sont prêts aujourd'hui à plus de sobriété. Nous, on fidélise nos clients pas en leur vendant de l'énergie, en leur vendant des prestations de services pour les amener à consommer moins. Alors on vend de l'énergie toujours, c'est le cœur de métier évidemment, mais les clients sont intéressés par moins consommer, on les fidélise en leur proposant des solutions pour moins consommer, pour être plus sobre. Donc nous on sait faire aujourd'hui, nos concurrents savent faire également. Ce sujet de la sobriété a infusé chez les industriels. Nos clients nous demandent d'intervenir sur ces sujets, c'est plus un tabou. Si je prends un autre bout du triangle, donc les consommateurs finaux, j'ai eu l'occasion d'animer des réunions publiques dans mon ancien job. Je vais à la rencontre des gens pour parler d'efficacité énergétique et de sobriété. Déjà il y a quelques années. Et on passe des informations comme quoi la température idéale d'une chambre à coucher, c'est pas 20 degrés, c'est pas 18, c'est pas 19, c'est 16 degrés. Quand on chauffe avec 1 degré de moins, on économise 7% d'énergie sur sa facture. Il faut pas mettre des rideaux au-dessus de son chauffage. Il faut pas mettre des meubles devant ses chauffages. Bon, tout ça n'était pas forcément connu des populations. Donc, par pas mal de petites choses, on arrive à rendre les populations plus conscientes. Et on l'a vu au travers des diminutions des consommations cet hiver. Donc, on est prêt à se chauffer moins aujourd'hui. On est prêt à mettre des pulls. On l'a compris. Maintenant, si je prends le dernier pavé du triangle, et là, je fais un focus sur l'État, de notre lecture, et le problème n'est pas que franco-français, pas que ligérien, mais plutôt européen, voire mondial. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour développer des projets d'énergie renouvelable, qui vont amener plus de sobriété dans les émissions de CO2, on est face à un mur en Europe, en termes de législation, on est face à une complexité administrative très forte en France, qui font que, par exemple, pour développer un projet éolien terrestre aujourd'hui, ça prend 8 ans, dont 7 ans de procédure. La construction d'un parc éolien, c'est une année. Encore, j'exagère. Pour développer un parc éolien offshore, comme celui que nous allons installer prochainement au large de Lieu-Noirmoutier, il faut savoir que c'est un projet qui a été attribué en 2014. Les premiers mâts vont sortir de l'eau en 2024, l'an prochain. Donc c'est quasiment 10 ans, essentiellement, de procédure. Donc l'État souhaite accélérer tous ces projets ENR, mais quand on parle des élus de terrain, on voit aujourd'hui que la loi d'accélération des énergies renouvelables, extrêmement complexe à mettre en œuvre, que les élus ne sont pas forcément assez accompagnés pour identifier des zones d'accélération sur leur territoire. Donc on voit que la mécanique est extrêmement complexe à mettre en œuvre en France, en Europe également. Alors j'étais ravi de voir aujourd'hui, un accord a été trouvé hier sur les prix de l'électricité avec des contrats long terme qui pourront passer entre producteurs et clients à maille européenne, qui feront qu'on pourra lisser les prix de l'énergie, qui feront que le consommateur, au final, pourra avoir des prix d'énergie plus abordables. Mais c'est le fruit de discussions qui sont extrêmement longues à Bruxelles, entre lobbyistes, entre la Commission européenne, entre les États. Tout ça prend beaucoup trop de temps aujourd'hui. Et puis quand on regarde en dehors de l'Europe et de la France, on voit qu'à l'étranger, ça avance. Alors les US, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'IRA, Inflation Reduction Act, donc qui est un mécanisme protectionniste qui vise à défiscaliser les industries qui s'implanteront et qui produiront aux US des objets visant à la transition énergétique. Donc ils vont favoriser la production sur leur territoire. La Chine aujourd'hui est le plus gros installateur d'ENR au monde. Alors on peut dire ce qu'on veut sur les Chinois, ils accélèrent, ils vont très très vite. Et ce sont pour autant des marchés pour nous qui sont impénétrables. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus armés en Europe pour aller vite, concurrencer ces marchés, ne pas se laisser happer par les Chinois également.
Aujourd'hui, bon, moi je trempe dans le sujet éolien offshore de manière assez intensive en ce moment. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a fait appel dans notre projet aujourd'hui à un fournisseur de composants local. On en parlait, la société Eurolix, qui fournit des cours d'orientation pour les pales éoliennes. Ouais. Voilà. Et eux sont très concurrencés par les Chinois. Les turbiniers Siemens en premier lieu, ils n'ont pas des résultats qui sont excellents, que ce soit Vestas ou Siemens, parce que la concurrence chinoise est extrêmement forte. Donc il faut que la transition soit, on en parlait, socialement acceptable, dans le sens où on puisse concurrencer ces producteurs asiatiques, notamment en favorisant l'utilisation et l'emploi de sociétés qui sont implantées en Europe. Et là, l'État, encore une fois, a son rôle à jouer, de manière à favoriser dans ses appels d'offres la préférence nationale et européenne. Donc le sujet de la sobriété n'est pas que isolé ici en Pays de la Loire, mais bien global, bien mondial. Merci. Julie Temkin, il a beaucoup été question dans la présentation tout à l'heure de Mathieu Tussaud, de justice sociale. Là, Stéphane Mamou vient de l'évoquer aussi. Comment on arrive à convaincre le consommateur final, c'est-à-dire le citoyen chez lui? Enfin, qu'est-ce qui est mis en place chez EDF et comment on explique quand, par exemple, je vois ma consommation diminuer, mais la facture, elle reste la même ou elle est un peu plus chère? Effectivement, alors je vais reprendre un angle beaucoup plus micro pour essayer de répondre un petit peu à cette question-là et à celle de l'identification des leviers qui font que les gens diminuent leur consommation d'électricité. Parce que finalement, on sait bien qu'il faut tous aller vers ça, mais comment on fait? Alors, pour essayer de répondre, on peut prendre un petit peu de recul et essayer d'analyser le retour d'expérience de situations qui se sont présentées à travers le monde depuis une quinzaine voire une vingtaine d'années, de stress et de pression sur les réseaux. En fait, il y a plusieurs situations, plusieurs endroits où en fait il y a eu des situations de tension extrême. Par exemple, au Japon en 2011, suite à l'accident de Fukushima, en fait le Japon a cessé la production de ses centrales nucléaires pendant un certain temps. Par exemple, également en Alaska, en 2008, il y a eu la rupture d'une conduite gigantesque d'eau, sachant que là-bas c'est de l'hydroélectricité à 95%. Donc tout à coup, plus d'électricité sur le réseau. Au Brésil, au Chili en 2008-2009 également des soucis techniques conjugués à des problèmes de sous-investissement chronique, etc. sur le marché ont fait que on était en situation de sous-production. Également en Californie en 2001, alors ça peut paraître étonnant de se dire qu'en 2001 la Californie n'avait pas assez d'électricité, mais c'était vrai, il y a eu des coupures dans la Silicon Valley, etc. Enfin, des choses incroyables en fait quand on y pense. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? À chaque fois, il y a eu la mise en place de plans de crise par les pouvoirs publics, de manière à demander des efforts de réduction de consommation très forts à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que systématiquement, les économies qui avaient été réalisées étaient supérieures aux prévisions, aux intentions ou à l'attendu qu'on en avait. Par exemple, au Japon, la consommation a baissé de 20% alors que 15% était suffisant, en fait. En Alaska, la consommation baissait de 30% alors que il suffisait de baisser de 20% pour que ça passe. Donc ça marche assez fortement. Et pourquoi ça marche? Les analyses, qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Déjà, premier facteur ou premier levier qui fait que mécaniquement la consommation baisse quand on est dans des situations comme celle-là, elle est liée au signal prix. En général, quand l'énergie se raréfie, les prix montent sur le marché. Ce qui s'est passé aussi en France l'année dernière. Il y a eu le bouclier tarifaire, mais même avec ça, les prix ont augmenté relativement. Et donc mécaniquement, les consommateurs baissent leur consommation. Mais c'est pas suffisant. Deuxième levier à activer, c'est des mesures incitatives. C'est-à-dire, ça c'est vraiment le rôle des fournisseurs pour le coup d'énergie. Les mesures incitatives, c'est quoi? C'est de dire, si vous faites des efforts tel jour, en heure creuse, à tel moment de la journée, vous serez récompensé, vous aurez une baisse sur votre facture. Et à contrario, troisième type de mesure, c'est pas l'incitation, c'est le rationnement. C'est un peu l'inverse. C'est de dire, voilà, tel jour, pareil, à telle heure, les moments où le réseau est très très tendu, on vous autorise à consommer tant. Et si vous dépassez ce quota, là pour le coup, votre mégawattheure, vous allez payer très cher. Ou plus cher. Donc la combinaison de ces facteurs-là, plus des mesures de type conseil,
Campagne de communication, ça c'est hyper important. Enfin, elles ont effectivement été mises en place partout et aussi en France l'année dernière. Hein. Je pense que tout le monde se souvient du je baisse, j'éteins, je décale, qui va revenir en plus, hein, parce que voilà, c'est pas juste l'année dernière. Donc ça c'est aussi extrêmement important. Et avec tout ça, on arrive à des résultats assez importants et voire parfois plus importants en termes de réduction de consommation que ce à quoi on s'attend. Alors évidemment, dans tous ces cas-là, en fait, on est sur des périodes courtes, des périodes de crise, des efforts qui sont demandés entre quelques semaines et quelques mois. Donc toute la question, c'est de se dire comment on fait pour que ça s'ancre dans le temps, dans la durée et sur le temps long. Par exemple, au Japon également, ils ont remarqué que l'année suivante, en 2012, en fait, 30% des économies faites l'année précédente se sont reportées. Voilà, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, 30%. C'est pas suffisant en tout cas. Et c'est bien tout l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est d'ancrer ces changements de comportement dans le temps. Les campagnes de communication d'ailleurs vont être mises en place voilà, très très bientôt pour essayer de retrouver les bonnes habitudes de l'année dernière. Et c'est très bien. Voilà, et bien sûr, va avec ça le fait que les fournisseurs d'électricité, on met aussi en place des offres qui incitent les consommateurs à réduire leur consommation. Là, par exemple, EDF, il y a quelques mois, a conçu une nouvelle offre qui s'appelle Zenflex. Si vous contractez cette offre-là, il y a à la fois des mesures incitatives et des mesures de rationnement en fait qui font que, dans un sens comme dans l'autre, vous allez pouvoir, in fine, économiser 25% de votre facture d'électricité si vous acceptez 20 jours par an de réduire au moment où on vous le demande ou voilà, ouais, en fait c'est un peu ça l'idée, combiné à des solutions de pilotage de votre chauffage qui font que ça baisse automatiquement la température de vos radiateurs justement au moment où les heures dans les heures pleines, au moment où le courant serait le plus cher. Donc ça c'est voilà, on va inviter à mettre ça en place, on y avait pensé aussi seul, mais ça va devenir une obligation aussi. Merci. Alors, on va arriver au moment des questions dans la salle. Vous posez vos questions. Alors, les 5 participants à la table ronde vous répondront, ainsi que Mathieu Tussaud, qui est là au premier rang. Alors, qui veut poser une question? Alors, on va essayer de prendre 3 questions d'un coup, et puis on laissera le temps aux personnes de répondre. Merci. Quand on est en situation de précarité en tant que citoyen, on est automatiquement sobre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un moyen de valoriser justement les personnes qui sont en situation de précarité dans leur comportement pour faire en sorte qu'il y ait des espèces de récompense à un comportement qui est vécu comme subi et faire en sorte qu'il devienne un comportement exemple? Merci. Alors ça, ce sera une question pour les énergéticiens, puis peut-être le politique aussi. On va en prendre une autre. Bonjour à tous. Moi, ma question, alors au niveau de l'énergétique, je comprends comment ça se passe, comment on peut le mesurer. Mais aujourd'hui, quand on a des objectifs de sobriété, il faut mettre pour moi en face un chiffre pour pouvoir dire on a atteint l'objectif, on l'a pas atteint, on progresse ou pas sur l'objectif. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on mesure la sobriété et comment on fait pour améliorer ce chiffre? Merci. Une dernière question Allez-y. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur le tableau de M. Tussaud avec les 3 acteurs. J'ai pu constater que selon le vendu qu'on prend, les consommateurs, par exemple, ils ont par essence une durée de vie limitée, une consommation limitée, ou même juste un restaurant limité. Quelqu'un va toujours conduire une voiture à la fois. Pareil pour les pouvoirs publics, ils sont limités par des mandats ou tout simplement par le crédit qu'on leur accorde. Mais les entreprises, elles, ont pour objectif fondamental la pérennité. Et Jean-Baptiste Say disait que toute offre crée sa demande pour l'emmener avec elle. Est-ce que penser aux sobriétés n'implique pas justement de repenser même le sens du monde pour l'entreprise? Alors, il y a une vaste question, là aussi. Quantifier la sobriété avant, mais qui veut commencer par répondre? Est-ce qu'il la mise en valeur de ceux qui subissent la sobriété, qui
la choisissent pas, mais qui la vivent pour diverses raisons. Michel Ménard d'abord, et puis après peut-être les Il y a un élu énergéticiens. métropolitain qui est devant moi, et je pense qu'il pourrait répondre à ma place, mais il y a un exemple à Nantes Métropole sur l'eau. Vous avez adopté un tarif progressif. C'est-à-dire que je sais pas, les 10 premiers mètres cubes coûtent moins cher que quand on atteint 50, 60, 70 mètres cubes, et c'est en fonction de la composition familiale. Donc, avoir un tarif progressif, mais ça peut être vrai pour les énergies, l'électricité, le gaz, etc. Donc, avoir un tarif progressif, les premières consommations, les consommations de base, auxquelles on ne peut pas échapper, on paye moins cher. Et puis après, si on consomme beaucoup plus, on paye plus cher. Ce serait valoriser non seulement les plus modestes qui n'ont pas les moyens de dépenser plus, mais ce serait valoriser aussi un comportement vertueux de tout citoyen qui s'engage dans ce dispositif. Et puis, j'en profite, comment on mesure comment on mesure les efforts en termes de sobriété? Déjà, quand on le fait sur les énergies, on le voit sur la facture, sur la facture, non pas simplement financièrement, mais sur la consommation. Donc ça, c'est quand même facile de voir si on a consommé plus ou moins d'électricité ou de gaz. On se fixe des objectifs et quelques années après, on voit si on atteint ces objectifs. Je vous disais qu'on avait diminué de 20% au département la consommation énergétique. On a l'objectif d'ici 2030 d'être à moins 40%. Donc on y travaille et donc on mesurera si on atteint l'objectif ou pas. Est-ce que les énergéticiens veulent parler sur la sobriété subie? Sur les chiffres, sur la sobriété subie, ma connaissance, il n'y a pas de dispositif. Nous, on accompagne les plus précaires au sein d'Engie, des dispositifs qui sont mis en place. Je sais que c'est une partie importante de nos clients qui sont accompagnés aujourd'hui financièrement. Après, il n'y a pas de mécanisme de valorisation. C'est une très bonne idée, ce que vous avez présenté. Ma connaissance, ça n'existe pas aujourd'hui dans l'énergie chez nous. Pour revenir sur les chiffres et comment quantifier justement ces objectifs de sobriété, pour faire également le lien avec l'entreprise, nous chez Engie, on a l'objectif d'avoir 4 pays qui seront net zéro carbone à horizon 2030, à savoir que toutes les émissions qu'on pourrait faire seront réduites, voire compensées pour être complètement net zéro carbone. C'est-à-dire qu'on produit des ENR. En parallèle, nous, on a décidé de moins consommer sur nos déplacements, sur notre fonctionnement interne à l'entreprise, de sortir du charbon également, et puis de décarboner nos moyens de production énergétique. Donc ça, c'est des choses qui se quantifient, des objectifs qui sont très clairs, définis, présentés aux actionnaires, sur lesquels on est énormément challengé aujourd'hui. Donc c'est une dimension qui est importante aujourd'hui. Je sais pas si vous voulez... Julie Temkin. Non, juste pour dire que nous aussi à EDF, on accompagne évidemment les clients en situation de précarité. On a des pôles solidarité qui mènent tout un tas d'actions pour les accompagner. Après, c'est plus sur le vocabulaire. En fait, je ne sais pas si on peut parler de sobriété dans ces cas-là. On parle pour moi, on parle de précarité, voire de pauvreté. Mais on n'est pas tout à fait sous le même angle. C'est plus une question qui s'adresse d'ordre moral aussi et de justice sociale. Techniquement, je crois qu'il y a ça n'existe pas non plus le fait de tarifer différemment les premiers kilowatts consommés. Ça pourrait se faire. Mais peut-être, je sais pas, techniquement, peut-être. Oui. Mais je trouve que l'idée est tout à fait intéressante. Merci. Alors, peut-être laisser Mathieu Tussaud aussi apporter son point de vue sur les deux questions qui étaient posées. Le monde de l'entreprise et puis quantifier. Oui, je répondrai même aussi également à la première, juste pour dire sur la précarité, il y a aussi, je pense, tout un travail sur les imaginaires à faire, que ce soit dans les campagnes de publicité, dans comment on se projette en 2050, ce qui peut répondre finalement à mettre en valeur des comportements sobres. Même si c'est subi, mais voilà, les mettre en valeur, ça donnerait un nouveau regard sur la sobriété. L'autre point, c'était sur la mesure. Alors effectivement, en fait, déjà dans la définition du GIEC que je vous ai présenté, il y a 4 axes, donc énergie, matière et
terre et eau, et je trouve ça, enfin, ça englobe à peu près tout, hein, parce qu'avec l'énergie et la matière, on fait tout ce qui nous entoure. Et puis la terre et l'eau, c'est tout ce qui sert aux vivants. Donc vous avez à peu près toute la biosphère dans cette définition. Donc une fois qu'on a ça, en fait, l'idée, c'est de revenir aux mesures des flux physiques. Hein. Je parlais de produits manufacturés, de kilowattheures, de terres arables. Enfin, une fois qu'on a les critères, on les mesure et on se dit, ben voilà, on a une telle quantité sur le carbone. C'est ça, hein, on a un budget carbone. C'est ce qui fait que, in fine, on a des cibles en carbone. Et ben voilà, une fois qu'on a ces cibles-là, on se les partage. Et toute la question, c'est de savoir comment on les partage. Et puis dernière question sur le monde de l'entreprise. Effectivement, l'entreprise va devoir changer, et donc ça pose des questions. Hein. Nous, on le voit dans toutes les conférences auxquelles on assiste. Il y a des grosses questions sur la façon dont on conceptualise l'économie, parce qu'on l'a conceptualisé avec, vous citiez, je crois, Jean-Baptiste Say, avec une nature qui valait zéro, et donc on a construit notre conception de l'économie avec une vision illimitiste. Maintenant, on est obligé de se réencastrer dans des limites, et donc notre façon de penser l'économie doit changer. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Donc il y a Kate Raworth qui travaille dessus, Jason Nickel. Enfin, il y a même eu, je ne sais pas si vous avez suivi une conférence au Parlement européen qui s'appelait Beyond Growth, au-delà de la croissance, où tous ces chercheurs se sont exprimés. Donc voilà, il y a des travaux qui sont faits. Mais même Patrick Artus, aux journées du MEDEF, a dit oui, il va falloir repenser nos modèles économiques. Ouais. Une autre série de questions ou alors allez-y. Merci. Désolé, je voulais rebondir sur les réponses et la question sur la notion de chiffre, parce que alors j'ai parlé de neuf tout à l'heure, mais c'est vrai que le bâtiment neuf c'est 1% du problème, parce que 99% du problème plus ou moins hein, c'est le stock, c'est les patrimoines existants déjà construits. Alors sur l'existant, là aussi, je vais être optimiste. C'est ma nature, c'est mon ADN. On a la chance d'avoir en France, il y a quelques années, on vit le décret tertiaire, par exemple dans les bâtiments publics et dans les bâtiments tertiaires privés, qui oblige les grands propriétaires à maîtriser leur consommation dite de référence, voilà, sur une année moyenne, et ils sont engagés, ils sont obligés d'atteindre une économie sur ces consommations à horizon 2030. Puis 2040, puis 2050. Et du coup, alors au-delà des chiffres et des obligations avec les petites pénalités qui en face, ils n'y arrivent pas, ça sensibilise en fait, ça ouvre les yeux. Moi, on travaille avec des foncières, par exemple, des grosses foncières, je vais pas les citer, mais dont les directeurs techniques se disent, voilà, mais en fait, on s'est rendu compte que certains mainteneurs, ne faisaient pas forcément complètement leur travail. Et déjà, en mettant ça au carré, on arrive à gagner 5%, 10%, 20% sur l'économie d'énergie parce qu'on coupe le chauffage quand il faut pas chauffer, etc., etc. Donc, on arrive à faire des choses intéressantes. Deuxièmement, on a quand même en France, on fait ce qu'on appelle des CPE, des contrats de performance énergétique. Les contrats de performance énergétique, ce sont des contrats qui engagent des groupements mainteneurs, entreprises de construction et bureaux d'études, ingénierie, sur de la performance énergétique cible sur de la durée. 20 ans, 25 ans, ça arrive. On a des gros dossiers ensemble avec mon collègue de droite. Et typiquement, par exemple, nous, on a un dossier avec le ministère des Armées sur une base militaire dans l'est de la France. On est sur un engagement sur 25 ans de 50% de baisse du kilowattheure compteur relevé, mesuré, 90% de baisse sur le CO2, avec un objectif de coût sur l'énergie en euros. Donc en fait, c'est des triples chiffres. Voilà. Et enfin, et après j'arrête, désolé, là je vous ai parlé de patrimoine, d'existant, on fait aussi des grosses réhabilitations, et là, dès qu'on travaille sur des grands projets de réhabilitation, alors je dois pas en parler, donc j'en parlerai pas beaucoup, mais on fait partie de l'équipe qui a gagné la Tour de Bretagne, voilà, à Nantes, donc on a la chance d'être avec Philippe Chambaretta, architecte, sur ce dossier. Je présume que les critères de sobriété, d'énergie et de performance environnementale de la tour, du projet esquissé, ont dû sans doute faire partie des critères de décision. On n'imagine pas comment un dossier aussi qui rayonne sur la ville, sur la région, même sur le pays quasiment, peut se faire sans sobriété. Voilà. Donc moi je suis dans le domaine du bâtiment là aussi assez optimiste. Voilà. Allez-y, Julie Tapquet. Merci. Juste pour rebondir sur votre
interpellation sur la pérennité d'une entreprise, etc. Alors moi aussi, je suis peut-être très optimiste ou très idéaliste, je sais pas, mais je pense quand même qu'on bascule tous dans un monde où la question climatique, etc., s'impose, et que on est plus seulement en tant qu'entreprise centrée sur nos petits précarés, etc. Et je voudrais vous citer la raison d'être d'EDF qui a été définie et qui fait partie des statuts de l'entreprise depuis 2021, qui dit que l'entreprise, la vocation de l'entreprise est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, basé sur la préservation des ressources de la planète, des ressources, le bien-être et le développement grâce à l'électricité et des services innovants. Quand on dit ça, on est quand même dans quelque chose d'un peu supérieur et d'un peu plus englobant que juste de dire que on veut que notre entreprise, son petit business perdure. Je pense qu'on n'est pas la seule entreprise à avoir une raison d'être qui va dans ce sens-là. Et c'est quand même le signe de quelque chose. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions avant de passer à la conclusion avec alors, 2 questions, on va prendre. Bonsoir, donc Michel m'a présenté comme conseiller métropolitain de Nantes, donc je suis Hervé Fournier. C'est pas forcément une question, mais donc merci d'avoir mis ce principe de sobriété à l'ordre du jour de cette conférence, parce que je pense que on sous-estime la puissance de ce principe d'action. Donc effectivement, la définition du GIEC qu'il l'intègre comme principe d'action dans l'action climatique, c'est quand même un signal extrêmement important d'ouvrir pas simplement sur la question énergétique, mais sur celle des ressources, des matières premières, de l'eau. Donc ça, c'est quand même un signal fort pour ouvrir un peu, j'allais dire, l'approche environnementale de la conduite des politiques publiques ou des entreprises. Et la sobriété, elle recouvre, elle fait écho, et vous l'avez dit, à la notion de limite. Vous avez cité l'autrice de la théorie du bioneutre, donc mais c'est extrêmement important parce que ça y est, la question des limites, et vous avez rappelé ce qui s'est dit au MEDEF l'été dernier, elle rentre vraiment dans les modèles. Et ça, je crois que c'est une vraie révolution pour les politiques publiques ou la conduite des affaires. Et juste pour dire on a quand même un peu le doigt dans la sobriété. Michel a parlé de la sobriété foncière, qui est quand même à l'ordre du jour pour tous les élus locaux autour du ZAN ou en lien avec la densification des villes, etc. Donc on est vraiment dans un principe de comment on épargne et comment on limite la ressource de terre, pour le dire comme ça. On est dans la sobriété numérique, qui nous interpelle sur les matériaux qu'on va utiliser, sur les problématiques de réparation, de réemploi, etc. Donc, là aussi, il y a des formes de dynamique. On est donc le réemploi dans la construction, dans les travaux publics, c'est quand même, on a des chiffres légaux qui obligent les filières à quand même se saisir de ce sujet. Et puis, il y a un volet qu'il faut peut-être qu'on travaille encore plus, c'est la question de la mutualisation, qui pour moi est aussi une des dimensions de la sobriété. Alors évidemment, il y a les transports collectifs, par définition, c'est un objet mutualisé, mais au-delà de ça, comment on peut partager des espaces d'activité, comment on peut partager d'autres zones communes, et là, je crois qu'on a encore des chantiers à faire. Donc juste, voilà, c'était le commentaire que je voulais apporter, et monsieur Jérôme Tussaud, pardon. Lorsque vous avez cité la définition du GIEC, vous avez dit qu'elle renvoyait au comportement individuel et au changement de comportement. Moi, j'avais quand même compris que ça renvoyait aussi à la responsabilité du politique et à l'action publique, parce que pour une fois, on n'était pas simplement à une forme de culpabilisation uniquement des citoyens, mais aussi à une responsabilité partagée. Vous l'avez dit à un autre moment. Mais voilà, le changement de comportement individuel n'a de sens que s'il est réellement dans un cadre d'action publique, j'allais dire, engagé sur ces sujets de sobriété. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Là, il y avait une question, voilà. Question qui vient de faire écho. Alors, Franck Corbeton de l'association des shifters Loire-Atlantique. Je voudrais peut-être un petit peu vous entendre sur comment on se propose d'élaborer la décision collective
sur une sobriété collective, sachant que ce qui est plus confortable, c'est la sobriété des autres pour maintenir son propre confort. Si tout le monde peut prendre les transports en commun et me laisser la place pour la voiture, mais comment peut-on avoir avancé sur ces taxes, peut-être le mot de taxonomie des usages? On a vu la difficulté de mettre en place une taxe carbone qui pourtant avait fait l'objet d'un consensus politique. Mais comment est-ce que on raccroche tout le monde à cette décision collective d'une sobriété justement partagée? Oui. Qui veut répondre en disant que le temps est compté, parce que je veux bien conclusion après. Apporter quelques éléments à cette question. Toute la question, c'est l'acceptabilité. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire œuvre de pédagogie en permanence, parce qu'on ne fera pas contre les citoyens. Donc, il faut que ce soit accepté. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le département, sur le ZAN, a, depuis plusieurs années, fait des conférences à destination des élus, des chefs d'entreprise, pour vulgariser cet enjeu. Et je pense que c'est plutôt bien compris. Il y a un chef d'entreprise qui est élu à la CCI qui m'a dit « Je trouve que les chefs d'entreprise en Loire-Atlantique ont mieux intégré le ZAN que les chefs d'entreprise d'un autre département des Pays de la Loire, je ne citerai pas. » Mais moi, je pense que c'est sans doute pas un hasard. C'est parce que on y travaille depuis plusieurs années, on fait de la pédagogie, on explique les financements, y compris pour ce qui me concerne du département, sont aussi fléchés sur des projets vertueux. Par exemple, on a un dispositif qui s'appelle Cœur de ville, Cœur de bourg. C'est-à-dire qu'on finance, alors c'est pas pour les chefs d'entreprise, mais ils sont indirectement concernés quand il y a des travaux à faire. Ça concerne les municipalités. Nos financements, maintenant, sont fléchés sur la redynamisation des cœurs de ville, cœurs de bourg. On demande aux communes d'avoir des plans guides, c'est-à-dire quelle est votre commune, comment vous voyez votre commune à 10, 15, 20 ans. Donc, il y a des urbanistes qui travaillent, ça peut être le CAUE, ça peut être d'autres opérateurs qui sont sollicités pour faire un plan guide. Et ensuite, on vient financer des projets dès lors que c'est vertueux en termes de non-consommation foncière, de projets qui se développent sur des zones déjà artificialisées, en rénovant des bâtiments qui ne sont plus utilisables ou qui sont énergivores. Et donc, ces politiques publiques incitent à être plus vertueux, donc plus sobre. Et dès lors que c'est fait et compris par les habitants, eh bien c'est réalisable. Je pense qu'on n'est plus, en tout cas dans les pays développés, on ne peut plus imposer des projets sans que les citoyens soient convaincus de l'utilité. Moi, je pense qu'un projet, il doit être utile, il doit être expliqué et il doit être compris. Et si on n'a pas ces trois adjectifs qui sont pris en compte, eh bien, on n'y arrive pas. Peut-être 2 ou 3 mots. Pareil, on parlait des mobilités. On travaille au niveau du département, mais la métropole le fait également, sur la mise en place de VRTC, de voies réservées au transport en commun. On en voit sur la prairie de Mauves maintenant, on en voit quand on vient des Sorinières. Nous, on y travaille également sur la route de Pornic, plus loin que les Sorinières, pour développer les transports en commun, faire en sorte que ce soit utilisable aussi par des covoitureurs, parce que c'est aussi ça l'une des réponses. Juste un exemple, 30 secondes. Quelqu'un me disait il faut mettre beaucoup plus de trains entre Pornic et Nantes. C'est vrai, il y a 4000 passagers par jour. Si on double, ce qui est déjà énorme, on passera de 4000 à 8000. Mais il y a 60 000 personnes qui utilisent leur voiture. Et donc, si il y a 10% des personnes qui covoiturent, eh bien, c'est déjà 6000 personnes en plus qui sont transportées en covoiturage. Donc, il y a des changements de pratiques et ça passe quand même beaucoup par la pédagogie. Je ne veux pas te faire trop long après. Et peut-être une question pour Olivier Le Grand-Tech. Comment vous faites, vous, pour convaincre ceux qui ne prennent pas le bus, ceux qui ne montent pas dans les tramways
ou même pour covoiturer, puisque vous allez porter cette mission-là aussi? Il y a deux choses, hein, c'est faciliter l'accès à tous ces services. Hein, aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service. C'est comment on va faire un portail d'entrée pour accéder à ce bouquet de services où en fait on se pose plus de questions de tarification, de cartes, d'abonnement, de système, etc. qui est compliqué. Donc ça, c'est la première chose, simplifier. Je peux prendre un vélo, un bus, garer ma voiture dans un parking, tout ça avec le même titre, avec la même appli, c'est le titre unique dont on parle nationalement, mais ça peut se décliner en abonnement, etc. Donc ça, c'est déjà faciliter l'accès, c'est quand même assez fondamental. Puis après, on parlait du rôle des entreprises, la responsabilité collective, c'est aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises. Et on travaille nous beaucoup avec les entreprises, on a 1200 plans de mobilité avec les entreprises du territoire. C'est quasiment 200 000 salariés qui sont concernés. Les entreprises, elles sont très engagées aujourd'hui là-dessus. Hein. Trouver d'autres solutions de déplacement, inciter au mode doux, inciter au transport collectif, etc. C'est très, les entreprises sont très engagées, particulièrement sur ce territoire, parce que je compare avec d'autres grandes agglos, on se rend compte que finalement ici on est très en avance. Donc voilà, c'est ça, c'est aussi une façon d'inciter, c'est de se mobiliser au sein des entreprises. Merci. Mathieu Dussault, vous vouliez préciser tout à l'heure? Oui, juste pour sur la remarque sur les comportements, je suis entièrement d'accord. J'ai pas insisté sur ce point. Moi, j'ai parlé de mode de vie. Hein, c'est lifestyle dans la définition du GIEC. Les comportements s'inscrivent dans des normes sociales. Donc, clairement, en fait, l'individu pourra faire. Alors, les chiffres qu'on a, c'est une vingtaine de % en faisant au mieux, au maximum, mais il y a 80% du boulot qui doit être fait par l'organisation même de la société. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de sobriété structurelle ou systémique. Hein. Le vocabulaire n'est pas stabilisé, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. C'est comment on s'organise collectivement pour que les gens puissent adopter des pratiques sobres. Donc ça s'insère toujours dans dans un environnement, et cet environnement, c'est pour ça que j'ai montré le triangle. Hein. C'est décidé par des décideurs politiques, c'est une offre de la part des entreprises, et là-dedans, du coup, le consommateur peut choisir la pratique sobre. Mais tout seul, il fera rien. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Hein, l'individu, et c'est ce que nous disent nos sociologues. Les sociologues qu'on croise, l'individu ne peut pas tout faire, c'est à l'ensemble de la société de bouger en même temps. Merci. Alors, merci au panel. On a encore, j'ai deux choses à vous dire. Et après, il y aura les applaudissements, mais il y a aussi la conclusion. On va avoir une petite table ronde conclusive avec 3 intervenants. Et puis après, surtout, ne partez pas en courant, car il y aura un cocktail servi dans l'Agora, je crois, en bas au rez-de-chaussée. Merci à vous 5. Revenez au premier rang. Et maintenant, vont venir s'asseoir Hervé Rivoila, qui est... le directeur de la délégation régionale d'EDF en Pays de la Loire. Je me suis pas trompé. C'est bien. Julia Kunkel, qui est directrice du Food Design Lab de l'école de design de Nantes Atlantique, et Stéphane Bis, président de l'Institut Kervégan. Est-ce que le micro est resté là? Il est là. Alors, allez-y, chacun, peut-être, pour votre conclusion. Qui commence? Qui veut commencer? Allez. À vous. Bonsoir. Déjà, merci pour cette table ronde. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, et je voudrais reboucler avec ce qui était dit tout au début. Pourquoi on est ici? Où est-ce qu'on est? On est dans une école de design. On accueille des jeunes étudiants. Moi, j'ai la chance de travailler dans cet établissement depuis 2 ans. Je dirige le master en food design. Donc, c'est le Food Design Lab qui s'occupe des projets autour de l'approche alimentaire. Les étudiants, ils ont 21 ans. On a entendu, il y avait un tableau assez sinistre dessiné ce matin, au début de cette conférence. Ils sont bien conscients de cette futur qui les attend.
Mais quand ils s'engagent au master en design aujourd'hui, et pourquoi ils viennent au foot, c'est parce qu'ils veulent changer, ils veulent être acteurs, ils ont des enjeux, ils ont des valeurs, et ils sont bien conscients que les designers demain, il a ses responsabilités à prendre. On a des outils en design qui permettent ça. On est dans la prospective, par exemple. On a des méthodes systémiques pour dessiner en tableau assez complète des acteurs, dont on les a tous entendus ce soir. Donc, à travers les méthodes design, on peut pointer les points de levrage et des leviers pour agir au bon moment avec des solutions, avec des questions, avec des débats. Et on a eu la chance d'être sollicité par EDF cette année, par exemple, sur la question de sobriété alimentaire. Sobriété énergique d'abord, parce que les études ont montré qu'à partir de 18h jusqu'à 20h, il y avait une grande pic de croissance d'utilisation, de consommation énergétique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent à la maison et cuisinent, ou ils préparent à manger. Donc, cette pic, comment on peut le changer? Il y a plein d'astuces, mais on parle en fait d'usage, de consommateurs, et les consommateurs qui ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce que c'est un pic consommateur, donc de l'énergie, comment on peut l'aider. Donc les étudiants, ils avaient plein d'idées, ils ont échangé avec la communauté des EDF, des pulseurs, sur un échange assez soutenu. Il y avait questions-réponses et ensemble, ils ont dressé plusieurs scénarios. Comment on peut changer ce comportement. Il y avait par exemple tout simplement un calendrier d'action, de défis journaliers pour dire aujourd'hui, je coupe ma cuisson 2 minutes plus tôt pour consommer un peu moins. Ou aujourd'hui, saviez-vous qu'il faut mettre un couvercle pour économiser un peu d'énergie lors de la cuisson. Donc c'est des choses des petites clés. Et avec une carte à gratter, en fait, ils ont créé un outil de communication qui rend accessible ces questions du consommateur. Donc, avec les outils de design, on arrive à avoir justement agir là où il y a la faille, parfois, de la communication entre usagers et producteurs, et pour agir là où on a vraiment besoin. Merci. Hervé Rivoila, le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà, je pense qu'on va essayer de faire un peu sobre, puisque je pense que le débat a été passionné, et l'équipe tant sur l'estrade que dans la salle, et donc on n'a pas complètement fait preuve de sobriété. Simplement pour dire que côté EDF, on est quand même très content d'être un des partenaires, un des initiateurs de cette démarche. Alors, l'énergie, c'est la vie, hein, c'est comme l'eau et l'alimentation. Alors, c'est vrai que quelque part on a connu une crise très très grave l'hiver dernier, un passage qui nous a quand même coûté très très cher, 20 milliards d'euros. Mais finalement, elle a fait émerger ce débat de la sobriété en passant d'abord par l'énergie. Mais on voit que la sobriété, ça concerne quand même toutes nos activités, tous nos secteurs, et que c'est vraiment un début d'une ère nouvelle où en fait on est amené à concevoir un monde nouveau. Alors, on voit bien dans les débats qu'on a eus, on rentre quand même aussi par la question du changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question de la biodiversité, il y a d'autres limites planétaires qui méritent d'être regardées et interrogées. Et je crois que nous, enfin ça a été dit par Julie, on souhaite mettre cette question de la sobriété au cœur parce qu'on voit bien quand même, et je crois que ça a été dit aussi par Michel Ménard, à un moment donné, finalement, la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'un projet, on doit le faire ? Et finalement, la capacité d'avoir une acceptabilité d'un projet sur un territoire donné, ça passera demain par le fait que tout un chacun, collectivement, on sera convaincu que ce projet est absolument nécessaire. Et ça, je pense qu'on est au début de quelque chose de nouveau de ce point de vue-là. On voit bien que ça pose des questions extrêmement importantes sur finalement ce qu'on appelle en entreprise la conduite du changement. Je crois que les entreprises, elles ont quand même beaucoup à apporter aussi. C'est-à-dire que dans les entreprises, ça fait longtemps qu'on s'est posé la question de la conduite du changement. Et dans la question de la conduite du changement, il y a un moment clé, c'est finalement comment est-ce que collectivement, on arrive à se dire qu'il faut qu'on change. Et vous pouvez pas faire des changements dans une entreprise. Je pense que dans la société, c'est la même chose.
s'il n'y a pas un prérequis, c'est-à-dire que finalement, la majorité de la communauté est convaincue que le moment est venu de changer. Je pense que ce moment approche, je ne sais pas dire, mais enfin, on voit bien dans les débats qu'on a eus et avec les gens ici qu'on a plutôt autour d'un public averti, d'un public convaincu, que ce moment est proche, mais ça va nécessiter encore des efforts de pédagogie. On est revenu à un moment donné dans les débats sur parfois, c'est Stéphane qui l'a fait d'ailleurs, sur c'est compliqué de se mettre d'accord, ça prend du temps, on peut se plaindre un peu de ces temps, et c'est vrai que ça peut être agaçant, ça peut être extrêmement agaçant, mais d'un autre côté, là aussi, ce temps de départ est important, c'est-à-dire que c'est un peu l'adage seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc la question de créer ce collectif, de cette capacité à faire des choses ensemble. Alors évidemment, il ne faut pas que ça s'éternise parce que, hélas, dans le sujet qui nous incombe, le temps est un peu compté. Enfin, on voit qu'on a déjà consommé quand même une bonne partie de nos ressources et du coup, on prend pas tout à fait la bonne trajectoire et donc, chaque année, chaque moment qui passe, le temps dont on dispose est un peu restreint. Mais pour autant, je vois pas de voie de passage qui passerait par des choses un peu trop dirigistes et donc laissons la place au débat, mais dans un temps raisonné. Voilà. Alors encore une fois, nous ce qu'on souhaite, c'est que ce mouvement se poursuive. On voit bien la place centrale que peut avoir les designers, et donc on est très très content de travailler avec l'école du design parce que je suis obligé de reprendre mes notes, mais c'est quand même tout à l'heure on a dit c'est inventer, scénariser les futurs, repenser les futurs, et je crois que franchement l'époque elle est formidable. C'est-à-dire que je pense que designer avant c'était pas intéressant, mais alors maintenant être designer, vraiment, moi ça me passionnerait. Enfin, je voudrais bien être designer si j'étais plus jeune, parce que l'époque invite à ça, et nous on a envie, on a la vocation de tester des briques, de tester des idées, de regarder un certain nombre de choses à la maille d'une communauté, etc. Et je pense que là-dessus, sur ce territoire ici en Loire-Atlantique, on a des espaces pour expérimenter ces choses nouvelles et concevoir ce futur nouveau. L'optimisme semble essentiel, c'est-à-dire que oui, la pente est raide. Il faut pas se raconter d'histoire. Hein. Enfin, je veux dire, les sachants, quand on regarde ça d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, on peut se faire peur. Hein. Mais encore une fois, je crois que le mouvement est enclenché, et donc on a quand même des facteurs raisonnables d'optimisme. On voit quand même que cette question de sobriété, on est passé de l'ombre à la lumière, a dit notre chercheur tout à l'heure, et c'est vrai, en peu de temps. Et donc, elle progresse. Alors, sobriété énergétique, on a vu les questions d'eau apparaître très peu de temps après la question énergétique. La question de l'alimentation est aussi un vrai sujet qui va venir, et puis derrière décline pas mal de choses. Au final, et pour faire court, j'avais préparé une petite conclusion. Je dirais que, conclusion, c'est plutôt le début d'une ère nouvelle, et j'ai envie de dire, pour faire écho au titre, qui va succéder à l'Anthropocène. Alors, je doute pas que nos éminents linguistes, nos spécialistes du grec ancien, nous proposent pour cette nouvelle ère, pour cette nouvelle époque, un nom adapté. Et si je puis me permettre, qu'il soit peut-être un peu moins élitiste, ceci afin de permettre, je formulerai le vœu, que ce dernier soit évocateur pour le plus grand nombre, parce que nous avons besoin de tous pour réussir cette transformation. Voilà. Merci Hervé, j'ai beaucoup de chance, je vais commencer et je termine. J'ai des pages de notes, donc je vais pas vous les lire, ça va être trop long, je vais être sobre aussi. Merci, c'était passionnant, merci à toutes et tous de vos interventions. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est d'abord ce qui a été dit presque au début, c'est pas tant une problématique d'offre qu'aujourd'hui une problématique de demande. Et je pense que ça, c'est très très intéressant quand on y réfléchit. La deuxième chose que Mathieu Tussaud a dit, c'est évoqué, c'est le jeu à trois. Le jeu à trois, entreprises, collectivités, État, citoyens. Alors les entreprises, on a eu ce soir S2T, ENGIE, EDF, la Sémitane, qui ont montré à quel point elles étaient impliquées sur le sujet, avec des exemples très concrets et particulièrement intéressants. Collectivité, Monsieur le Président, vous avez montré à quel point vous aviez changé de braquet. Moi, c'est ce qui me vient en tête, quand vous avez parlé notamment d'irréversibilité. Enfin, ce sont des mots forts.
lorsqu'on dit non seulement on fait pas, mais on rend irréversible les choses. Donc ça, je crois que c'est des termes probablement qu'on n'aurait pas employés auparavant. On aurait parlé de mesures conservatoires ou de. Moi, je sais que dans mon métier, je parle souvent de ça d'ailleurs. Je me dis peut-être qu'il va falloir que j'arrête. Mais c'est vrai, vous avez parlé d'irréversibilité, c'est quand même des mots très très forts. Et bien sûr, le citoyen. Alors évidemment, l'Institut Kervégan, laboratoire d'idées citoyennes, est très intéressé lorsqu'on parle du citoyen. Et évidemment, cette question des sobriétés qu'on a amenée ce soir nous emmène vers des nouveaux travaux auxquels j'invite chacune et chacun qui serait intéressé à se rapprocher de nous pour y contribuer. Et effectivement, c'est bien le citoyen qui est au cœur de ce nouveau paradigme de demande. C'est le citoyen qui d'ailleurs nous surprend, vous l'avez dit, on l'a aussi, Monsieur le Président, lorsqu'on fait des consultations citoyennes, finalement, on se rend compte que souvent, les citoyens vont vers plus sobre, et pas forcément plus de projets, ou plus cher, ou plus de ressources. Ils vont souvent vers des réponses, des attentes de plus de sobriété. Et vous l'avez dit aussi, Mme Temkin, ils nous surprennent. Souvent, on attend moins 10 et ils font moins 20. Donc là aussi, des raisons d'être confiant et donc de réussir avec notamment les designers à travailler à l'échelle du citoyen. C'est probablement, en tout cas moi, ce que je retiens en dernier ce soir. Donc merci à toutes et tous. Et puis effectivement, ne partez pas sans aller à l'Agora et partager un moment convivial avec nous. Et poursuivre les échanges. Merci.